Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau J'ai vu ça au cinéma. Aujourd'hui, tir du chapeau, une rétrospective des films que j'ai vus récemment. Je suis un petit peu en retard évidemment depuis quelques temps, j'étais en train de travailler, mais comme je ne suis pas là pour raconter ma vie, place au film. Attention, numéro 1. Batman vs Superman de Zack Snyder. Environ 2 ans après les événements de Man of Steel, les deux poids lourds de DC Comics, Batman le Vigilante et Superman le nouveau Messie, sont à couteau tiré dans une nouvelle aventure. Batman devient un peu plus violent à mesure qu'il se rend compte qu'il doit affronter des criminels et commence à les marquer au fer rouge, tandis que Superman doit affronter les résultats de son combat contre Zod dans Metropolis. Ce qui différencie bien un film DC d'un film Marvel, c'est que les films DC sont des films introspectifs. Ce sont des films qui interrogent sur la nature des États-Unis et sur la nature de leur façon de penser. Tandis que les Marvel sont beaucoup plus flamboyants. On peut remarquer par exemple que lorsque DC a essayé de faire du Marvel, à savoir Green Lantern, il s'est mangé une tôle pas possible. Alors que quand Christopher Nolan fait une rétrospective intelligente et surtout réaliste sur le Chevalier Noir, c'est un carton mondial. Et c'est donc sur la caméra de Zack Snyder que Man of Steel avait vu le jour, la nouvelle version de Superman, complètement influencée par Nolan évidemment, qui a reposé les bases de ce que devait être un film DC de super-héros moderne. Et je précise bien moderne, donc ne parlez pas de Batman 66, ni de Batman des Tim Burton. Là on parle bien dans la nouvelle vague depuis au moins l'an 2000. Capiche ? Après un Man of Steel tout en grisaille, ce qui est bien logique, puisque Superman étant un nouveau Messie, il doit apporter des couleurs dans le monde, quelle est donc la nouvelle question ? Eh bien, Superman est-il un nouveau dieu ? En tout cas, les humains, comment réagissent-ils face à cette nouveauté qui est l'arrivée de super-pouvoirs, là où il n'y en avait pas dans le monde tout à fait logique et cohérent de DC Comics, les films. Après une introduction très intelligente faite par Zack Snyder qui rappelle à la fois les événements du film précédent, mais aussi qui annonce toute la problématique de Batman à venir, nous avons en gros 2 heures de film qui nous exposent l'introspection des personnages, à savoir quels sont leurs conflits d'intérêts, quels sont leurs conflits surtout moraux. Et c'est là la grande force de ce film, c'est que justement, on se pose toujours la question, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai pour l'humanité, pour Superman, pour Batman, qui a raison, qui a tort, et c'est une confrontation entre les deux qui va faire le clash. Hélas, dans cette mécanique bien huilée, arrive une espèce de tourbillon histrionique mal luné, Lex Luthor, très mal joué malheureusement, parce qu'il est complètement cabotin, qui vient pour détruire tous les enjeux du film. Et en particulier amener la 4e partie du film, 4e partie dramaturgique, qui est malheureusement un désastre. Alors, Zack Snyder s'est très bien filmé les scènes d'action, mais franchement, cette histoire-là était tellement mal lunée à la fin, et je précise bien à la fin, que justement, le film ne s'en relève pas. Au final, nous avons un film qui est très bâtard par la fin. Alors que tout le corps du film était excellent, on se retrouve avec une apparition de Wonder Woman venue un peu dans Tseou, c'est un peu dommage, sur un monstre complètement moche et qui ne sert à rien, à part juste montrer « Ouh là là, qu'est-ce que je suis méchant » ou plutôt « Qu'est-ce que je suis une brutasse sans cervelle » alors que Doomsday, normalement, bon, c'est le personnage qui tue Superman. C'est aussi le personnage qui représente l'ombre de Superman. Et Batman, lui, il devient tout gentil avec Superman un peu trop vite. Donc malheureusement, une fin qui gâche un très bon film. Je lui mets donc un 3,5 sur 5. Captain America 3 Civil War des frères Russo. Et voilà. Encore une fois, c'est Captain America qui a les meilleurs films. Après un Avengers 2 malheureusement très brouillon, après un Ant-Man qui ne valait vraiment pas le coup pour clore la 2e phase du Marvel Universe, eh bien, nous avons donc l'ouverture de la 3e phase, avec Captain America Civil War. Et c'est donc avec Civil War que tout commence. Après les événements passés à New York, qu'on a vu relater dans Avengers 1, après ce qui est survenu en Sokovie, qu'on a vu dans Avengers 2, enfin les conséquences de leurs actes rattrapent les héros. Et donc l'ONU leur demande soit de passer sous tutelle, soit de devenir des hors-la-loi. La question morale se pose donc, est-ce qu'ils vont devoir devenir des agents, ou est-ce qu'ils vont rester libres, mais devront payer d'eux-mêmes les conséquences de leurs actes ? Un côté se forme autour de Iron Man, qui est pour la reconnaissance officielle, et de Captain America, qui lui préfère défendre ses valeurs en tant qu'individu, mais ainsi devoir répondre de ses actes. Quand on connaît un peu l'intrigue de Civil War, la BD, d'où c'est tiré, effectivement ça change un petit peu, puisque la question de base de Civil War, la BD, c'était de savoir si on pouvait rester masqué ou est-ce qu'on devait se faire reconnaître.
devait avoir son identité connue. Effectivement, ça ne peut pas avoir la même problématique dans le Marvel Cinematic Universe, puisque justement, ce n'est pas un environnement farci de super-héros, c'est une petite poignée, mais qui font beaucoup de dégâts. Et bien, peu importe l'écart avec le matériel d'origine, ici c'est fait de bonne manière. Déjà, les enjeux sont parfaitement humains. Captain America étant un héros qui n'a pas vraiment de super pouvoir, à part être un Hulk en moins bien, eh bien, il est obligé d'avoir des questionnements, des problématiques humaines à sa taille. Et là, c'est exactement ça, ce qu'on voit dans ce film. Puisque c'est une histoire à la fois de vengeance humaine, c'est des humains qui veulent pouvoir contrôler ou se venger des Avengers, ou bien alors c'est vraiment un dilemme sur la question qu'est-ce que l'on peut faire de juste et dans quel cadre. La réalisation des frères Russo est toujours aussi bordélique, au moins au début, mais elle s'améliore énormément vers la fin, ce qui fait que, contrairement à Batman vs Superman, ce n'est pas le début qui est bon et la fin qui est mauvaise, là c'est le contraire, c'est le début qui est quand même assez foutraque, en particulier les scènes d'action, sauf les scènes évidemment de repos, de calme et de discussion qui là sont très bien faites, tandis que la fin, elle, est très bonne et grandiose. Certains collègues youtubeurs et d'autres critiques ont remarqué que le personnage ennemi, l'adversaire, celui qui déclenche la véritable crise au sein des Avengers, eh bien n'avait pas une très grande motivation. Ben si, c'est une motivation très bonne, très noble, et tout à fait logique et cohérente avec le personnage, mais aussi avec l'univers du Marvel Cinematic Universe, et en plus cohérente avec le fait que c'est un film Captain America, même si ce n'est pas lui qui est le plus important dans la bande, là ils sont assez à égalité, et bien on peut considérer qu'en fait c'est le véritable Avengers 2. C'est là où ils sont bien utilisés, à part qu'il manque Hulk et Thor, mais c'est un petit peu normal en même temps vu leur pouvoir et leur utilité dramaturgique. Et puis il faut quand même souligner qu'on a la meilleure utilisation de Ant-Man qui ait jamais été faite par rapport au film Ant-Man précédent, évidemment. Enfin, dernier point, le nouveau Spider-Man, personnage adulé de l'univers Marvel. Ici, il est joué par Tom Holland, qui est parfait. Il a à la fois le côté geek et sensible de Tobey Maguire, mais il a en même temps le côté loufoque et blagueur lors des combats qu'on pouvait trouver dans The Amazing Spider-Man. Je me souviens plus qui c'est qu'il jouait. Everybody Wants Some de Richard Linklater. Ah, les années 1980, les campus universitaires américains, avec tout ce que ça comporte de pop culture et d'utilisation de stupéfiants mélangés à la bière. Nous avons donc le personnage de Jake, innocent jeune homme d'une vingtaine d'années, genre une vingtenaire, qui se retrouve dans une sorte de fraternité parce que c'est un joueur de baseball avant tout, parce qu'il ne vient pas vraiment pour étudier à l'université, mais pour draguer, boire, se droguer et surtout jouer au baseball. C'est un film intéressant, mais moyen. Pourquoi ? Parce que justement, le cadre qu'il prend, c'est le cadre carrément dégénéré des soirées étudiantes, potaches, lourdes, connes et surtout grasses de cette ambiance des années 80. Alors, ça peut être intéressant sociologiquement, mais en fait, ça ne va jamais très loin, tout en montrant des trucs quand même assez extrêmes. Extrêmes pour ceux qui ne sont pas du genre fêtard, drogue, boisson, jusqu'à se dégueuler ses tripes. Ce qui est largement le cas dans ce film-là. Les personnages principaux, tous masculins, sont omnibulés par les femmes, et évidemment ils veulent tous pécho. J'actualise un petit peu le langage, mais il y a beaucoup d'argot pour dire à quel point on a envie de mettre dans la moule, et au bout d'un moment c'est un petit peu lourd. En fait, c'est quasiment le seul véritable ressort dramaturgique de tout le film, jusqu'à ce que, pour une raison ou pour une autre, Jack se trouve une fille qui décide que ça va être la fille bien, avec qui il va vouloir sortir pour de bon, et sinon, il y a le baseball aussi. Alors, il y a un côté de virilité un peu conne assez intéressant aussi, ce qui est assez rafraîchissant lorsqu'on est plutôt dans une tendance de confusion des genres, donc pourquoi pas. Mais là-dessus, je n'ai pas eu beaucoup plus d'intérêt que les côtés techniques, par contre très bien recherché, donnant une image et un grain qui est assez proche d'une sorte de VHS de très bonne qualité. C'est quasiment de la VHS HD. VHS HD. Les chaussettes de l'archiduchesse. Donc ce film, s'il passe près de chez vous, je vous le conseille, soyez juste prévenus, c'est une succession de petites historiettes, c'est pas autre chose, et c'est pas forcément beaucoup. The Assassin de Hu Xiaoxian.
Dans la Chine médiévale, Yin Yang est une tueuse d'élite. Une femme qui a été élevée pour l'art du combat, pour l'art du meurtre, et qui se retrouve donc dans une confrontation politique où elle va devoir essayer de tuer son cousin parce que c'est un ordre qui lui a été donné, vu qu'elle n'a pas réussi à exécuter d'autres personnes à cause d'enfants qui étaient présents. Quand on connaît le film de KPDP chinois, le Wuxia, on apprécie beaucoup ce genre de film qui consiste à montrer des combats virtuoses et des intrigues parfois simples, mais enfiévrées avec un jeu complètement outré. Ce n'est pas ça ce qu'il y a dans The Assassin. Au contraire, c'est un jeu très intériorisé, avec un montage et une narration très peu courantes, en tout cas dans le Wuxia. Il y a quelques combats, mais ils sont assez jetés pour préférer des plans très introspectifs ou très contemplatifs. De point de vue purement personnel, ce changement dans le ton, par rapport à ce que j'attendais, m'a un petit peu déçu. Ensuite, ça peut être intentionnel de la part du réalisateur, et on peut l'espérer, dans ce cas il aurait atteint son but, mais personnellement, je ne vous le conseille pas plus que ça, parce qu'il s'agit d'un film très long, très contemplatif, mais avec un ensemble d'intrigues qu'on n'arrive pas vraiment à démêler. Alors ce n'est pas seulement parce que j'ai du mal à reconnaître les différents personnages, puisque j'ai du mal à reconnaître les visages, mais il s'agit aussi de je ne comprends pas quels sont leurs enjeux. Ils ne sont pas vraiment exposés, on se contente d'avoir Yin Yang qui est balancé, qui doit aller tuer celui-ci, qui doit aller tuer celui-là, et on sait à peu près quels sont les ordres hiérarchiques auxquels appartiennent les victimes, les cibles de Yin Yang. Mais sinon, on est toujours à se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, pour la simple raison qu'on ne sait pas pour quelles raisons ils doivent se faire la guerre et se faire massacrer, et aussi pourquoi Yin Yang hésite pour certains et pour d'autres. Parce qu'il y a des enfants, on peut comprendre, parce que simplement ce n'est pas une tueuse qui a une âme de tueuse, c'est une tueuse simplement entraînée pour ça, mais elle n'a pas un goût spécialement développé pour le sang. Et là, bah oui, mais dans ce cas, pourquoi elle ne se révolte pas? Pourquoi il n'y a pas un changement dramaturgique? En fait, non, c'est une sorte de bobine cinématographique qui se laisse se dérouler, et c'est un petit peu dommage. Donc, The Assassin, je ne vous le conseille pas, et personnellement, je lui mets une note de 2 sur 5. Louis-Ferdinand Céline, de Emmanuel Bourdieu. Milton Indus est un professeur d'université américain fasciné par l'œuvre romanesque de Louis-Ferdinand Céline. Il s'est donc, après que celui-ci soit réfugié au Danemark, de l'aider d'abord par courrier, épistolairement, puis ensuite d'aller le voir directement au Danemark, afin justement de faire un livre sur lui, sur son œuvre et sur son style. Malheureusement, Milton Indus, qui est juif, se confronte très vite à l'antisémitisme de Céline, et donc est forcé de remarquer que son idole est sacrément chancelante. Film d'Emmanuel Bourdieu, fils du fameux Bourdieu, Pierre Bourdieu, le sociologue, qui avait déjà réalisé Drummond, une histoire de l'antisémitisme français. Encore une fois, s'attaque à une question d'antisémitisme. Ça peut être sa marotte, ça peut être son fonds de commerce, mais le problème, c'est que justement, il s'y attache de manière tellement viscérale qu'on ne voit pas trop au-delà. Le personnage de Louis-Ferdinand Céline, joué avec cabotinage par Denis Lavant, est tout justement en hystérie et en paranoïa, c'est un peu logique en même temps vu le personnage et ce qu'il avait fait pendant la guerre, mais en même temps c'est tellement outré que cette tension qui se fait entre les deux personnages monte et explose un peu lentement, un peu brutalement parfois, et justement on a plutôt l'idée d'un portrait à charge de Céline. Alors, je ne connais pas le véritable livre de Milton Indus, Le géant estropié, et donc je ne sais pas franchement ce qu'il a vécu. Je ne connais pas non plus l'œuvre de Céline, donc je ne pourrais pas dire ce qui en est de ce personnage en réalité, mais disons, la réalisation insiste tellement sur le côté, justement, Céline a une tête de monstre, a un esprit de monstre, qu'on se demande bien, en fait, comment ce type-là a pu créer quelque chose qui a plu aux autres, s'il était à ce point dérangé, dégénéré. C'est vraiment dommage. Un film donc qui apporte plus de questions que de réponses, et surtout qui assène de manière un peu péremptoire que Céline était un monstre, point barre, antisémitisme, c'est tout. On aurait voulu quand même une explication un peu plus complète, un peu plus développée.
Donc celui-là, je lui mets 2 sur 5. Nos souvenirs de Gus Van Sant. Le véritable titre de ce film est The Sea of Trees, la mer d'arbres. Et c'est un titre génial. Pourquoi le traduire par nos souvenirs, qui n'a aucun sens? Alors certes, il y a une question de mémoriel dans ce film. Mais bordel, non! Le véritable personnage, le véritable intérêt, la véritable dramaturgie se fait dans la mer d'arbres. Cette forêt de Okigahara au Japon, qui est connue pour être la forêt des suicides. Bon, passons. Quelle est l'histoire? Arthur Brennan, un Américain, décide d'aller à Okigahara pour mettre fin à ses jours. Il rencontre un Japonais qui, lui, erre dans la forêt depuis quelques jours déjà, et qui est donc dans un mauvais état physique. Il décide de remettre son suicide à plus tard, et donc accompagne le Japonais jusqu'à la sortie. Malheureusement, il ne le retrouve plus, il est perdu dans cette forêt qui commence à le retenir, un peu d'une manière magique. Nous avons donc d'un côté le Japonais qui connaît le caractère magique et spirituel de la forêt, qui essaye de le retenir, qui essaye justement de faire passer un message à travers une épreuve, tandis que Brennan, lui, est complètement cartésien et ne croit pas à tous ces paraboles. Mais il va se mettre à se souvenir de pourquoi est-ce qu'il veut en finir, et donc à se poser la question, mais est-ce qu'il a vraiment envie ou besoin d'en finir? Gus Van Sant fait un trip métaphysique, un survival spirituel véritablement excellent. Ce film-là est très bon. Alors, j'ai entendu dire par-ci par-là que le film était lent ou long. Non, il prend son temps, et c'est sûr qu'il n'est pas surexcitant, mais il a juste ce qu'il faut en intensité. C'est un film très intelligent, avec beaucoup de rebondissements, avec beaucoup de véritables réflexions autour de la personne de l'humanité. En effet, est-ce que nous, en tant qu'individus, nous sommes détachés de tout, ou est-ce que nous faisons partie d'un ensemble? Et ça fait partie, justement, des réflexions et des oppositions entre le côté américain et le côté japonais. Nous avons, au contraire, une fusion qui arrive à travers cette épreuve. Et cette fusion est géniale. Surtout avec le twist de fin que je ne vous raconte pas, évidemment, parce que c'est le plaisir de ce film qui constitue un véritable tour de force. Je vous conseille donc d'aller voir ce film à qui je mets 4 sur 5 minimum. Adopte un veuf de François de Sagna. Hubert Jacquin est veuf depuis quelques mois, et il ne s'en remet toujours pas de la mort de sa femme. Un hasard chez la boulangère va faire qu'il se trompera de numéro à appeler pour avoir une femme de ménage, et c'est une colocataire qui va s'installer chez lui. De fil en aiguille, 2 autres compères vont venir dans l'appartement, et c'est donc 2 hommes et 2 femmes qui vont se retrouver à 4 dans cet appartement grandiose dans lequel Hubert a décidé de se laisser mourir plus ou moins et qu'il va reprendre goût à la vie. Comédie française légère sur un sujet grave, ce film est une réussite. Très bon film, très bien réalisé, avec quelques erreurs évidemment par-ci par-là de réalisation, parce que justement il y a certains plans qui sont un petit peu mal faits, mais dans l'ensemble, surtout au niveau des dialogues, ce n'est que du bon pour lécher les babines. Je vous conseille donc largement d'aller le voir, et je ne peux pas franchement vous en parler autrement, sinon je vous spoilerai. Tout le plaisir du film, effectivement, se trouve dans la narration, se trouve dans la façon dont les événements s'enchaînent, et il n'y a pas franchement de véritable problème là-dedans. Là-dessus, je ne peux que le conseiller, je lui mets un 4 sur 5 bien mérité. Celui-là, franchement, c'est un film qui mérite le détour. Jodorowsky's Dune de Frank Palish. Il y a bien longtemps, avant Star Wars, il y avait un projet pharaonique, titanesque, grandiose, impossible, l'adaptation de Dune par Alejandro Jodorowsky. Ça devait être son 3e film, un film à 15 millions de dollars de budget, c'est un très gros budget à l'époque, un projet titanesque donc, réalisé par un Chilien, produit par un Français, sur un bouquin qui a reçu le prix Hugo, autrement dit, un film comme on aurait voulu en rêver. Et effectivement, il restera à l'état de rêve, parce que si la production se prépare très bien, le tournage ne se fera jamais. Alors qu'un casting de malade a été envisagé, ainsi qu'une conception artistique extraordinaire, ce film ne se fera jamais. Il existe pourtant des storyboards faits par Mobius, il en reste 2 apparemment dans presque 10 films, 2 dans le monde entier, et Alejandro Jodorowsky en possède un. Et c'est un film qui met l'eau à la bouche
quand on évoque tous les artistes de grand talent qui ont travaillé dessus. Mobius donc, mais aussi H.R. Giger, il y avait Pink Floyd, Magma, il y avait de tout. Et il devait y avoir dans les acteurs Mick Jagger, il devait y avoir Orson Welles, il devait y avoir Salvador Dali et le fils d'Alejandro Jodorowsky qui a été mis à la contribution. Il devait apprendre en 2 ans le karaté et d'autres sports de combat. Un véritable entraînement spartiate raconté dans ce film. C'est donc un documentaire où on voit le chaman fou Alejandro Jodorowsky raconter cette période de sa vie. Ce fou comme ce type-là est charismatique, il est magnétique. Et justement qu'il parle en français, en anglais ou en espagnol, toujours sa petite voix rocailleuse attire les gens. Alejandro Jodorowsky n'a pas fait d'autres films après Dune parce que justement il ne voulait plus, il n'avait plus le peps. Mais quand on voit tout l'héritage de la préparation de Dune sur le cinéma et sur la BD, parce que ça par exemple a inspiré l'Incal entre Jodorowsky et Mobius, ça a aussi inspiré Star Wars dans le design, et surtout ça a permis Alien, puisque l'ensemble de l'équipe qui a créé Alien, à savoir Dan O'Bannon ou Mobius et H.R. Giger, se sont retrouvés sur le film de Ridley Scott. Bref, une véritable pierre blanche à marquer dans l'histoire du cinéma. Et la question, est-ce que justement ce n'est pas le fait qu'il est devenu un mythe incréé qui a fait que ce film-là est le film que nous aurions tous attendu à l'époque? Le documentaire, lui, se ramasse un bon 3,5 sur 5. Merci beaucoup. La sociologue et l'ourson de Étienne Chailloux et Mathias Théry. La sociologue Irène Théry a été un des protagonistes de la lutte pour le mariage pour tous. Son fils Mathias Théry a décidé de la suivre, de récupérer son témoignage et de nous le transmettre, de manière un peu rigolote, à travers des oursons en peluche et d'autres petits jouets pour illustrer ses propos. Le dispositif est très bon et le film en lui-même atteint plus ou moins son objectif. Effectivement, il y a déploré que beaucoup d'erreurs historiques, sociologiques ou philosophiques se trouvent, ou si juridiques, se trouvent dans le film. Ce qui fait que justement, il ne dépasse pas franchement son niveau de film de propagande. Ne vous affolez pas tout de suite, je vais vous expliquer. Propagande, ça vient du latin propaganda, ce qui doit être propagé. C'est un terme neutre qui ne parle ni de bien ni de mal. C'est-à-dire que le film vous offre une solution complète et surtout ne permet pas un autre point de vue que celui qu'il aborde. En l'occurrence, ici, il s'agit d'un film complètement militant pour le mariage pour tous et dénigrant totalement tous ceux qui y sont contre. Même s'il leur donne la parole, c'est uniquement pour montrer les travers et non pas pour donner leurs arguments véritables. Arrive donc la question, est-ce que ce film atteint bel et bien son objectif? Est-ce que, effectivement, en ayant fermé le débat, en quelque sorte, du mariage pour tous, il permet de dire à tout le monde que, justement, le mariage est tel qu'il doit être actuellement? Eh bien, justement, c'est une question qu'on peut se poser. Je trouve, en l'occurrence, que le film, malheureusement, est trop sur sa jubilation d'avoir gagné, plutôt que sur une véritable introspection, sur une véritable réflexion autour du sujet. Un sujet qui a passionné les foules il y a encore peu, et qui continue à maintenir un certain questionnement sociétal. Malheureusement, ce film-là, s'il est très bien réalisé, s'il est très chouette et très rigolo, ne va pas plus loin que le côté « nous sommes les vainqueurs de cette question ». Et c'est un petit peu dommage. Je lui mets quand même un 3 sur 5 parce que son propos et la manière dont c'est tourné est très intéressante. Donc oui, je vous le conseille. Surtout qu'il a été apparemment banni de certaines villes parce que justement, il aborde aussi la question de la GPA, mais en étant pour, en sachant qu'actuellement la loi est contre. Donc forcément, la question, est-ce qu'on peut avoir un documentaire qui va à l'encontre de la loi telle qu'elle est actuellement? C'est une question, c'est un débat, c'est ouvert, et je vous en prie, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Les Visiteurs 3, la Révolution, de Jean-Marie Poiret. Le retour de Jacouille la Fripouille et de Godefroy le Hardy.
Godefroy, comte de Montmirail, de Malfette, d'Apremont et de Papincourt, se retrouvent encore une fois piégés dans une époque qui n'est pas la leur. Et cette fois, le temps dans lequel ils sont coincés, c'est l'époque de la Révolution, où Gonzague de Montmirail, le député Malfette, va devoir essayer de les héberger plus ou moins. La grosse peur qu'on avait avec ce film, c'est déjà pourquoi est-ce que Jean Reno et Christian Clavier seraient plus vieux par rapport à leurs premières aventures, il y a quand même une vingtaine d'années. Il y a une très bonne explication à cela, c'est que le voyage dans le temps, eh bien, c'est une répercussion sur nos organismes humains. En l'occurrence, une journée dans un autre temps que le sien, ça fait plusieurs années sur le corps du voyageur. Ça, c'est une très bonne idée. Et justement, ça donne une course contre la montre pour que Godefroy et Jacouille puissent retourner dans leur époque avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est donc pour cela qu'ils vont prendre leur temps tout en gardant un débit de parole véritablement hystérique. Jean-Marie Poiré est toujours à la réalisation et visiblement il ne s'est pas remis des Visiteurs en Amérique. Parce que justement, tout le film, à la fois ce ne sont que des péripéties, ce n'est pas quelque chose qui développe les personnages, et surtout même ça les démolit la plupart du temps. Et il faut bien avouer, tous les gags, ou presque, tournent autour du caca. Donc c'est carrément un film sénile. Après les gags pas drôles, les personnages mal faits, la réalisation est aussi pas mal à la ramasse. Autant le dire tout de suite, je lui mets un 0,5 sur 5. C'est encore, je crois, bien trop payé. Les Malheurs de Sophie de Christophe Honoré. La Comtesse de Ségur, les petites histoires de Sophie et des petites filles modèles, vous avez tous connu ça, enfin j'espère. Eh ben, sous la caméra de Christophe Honoré, c'est très bizarre. C'est donc l'histoire de Sophie de Réan avec sa mère qui la gronde un peu souvent parce que justement elle fait beaucoup de bêtises. Puis ensuite, quand elle perd sa mère et son père, elle se retrouve avec sa belle-mère qui, elle, est une femme vraiment à poigne, jouée par Muriel Robin qui est la seule à bien jouer. Comment voir ce film? Eh bien, je vous dirais que c'est un film qui prouve qu'on peut avoir beaucoup d'expérience et toujours aussi peu de talent. Christophe Honoré est un réalisateur français qui a réalisé beaucoup de films, donc qui a une certaine expérience, mais pourtant, si on voit qu'il sait où placer sa caméra, le film dégage vraiment une atmosphère assez malsaine. Déjà parce que sa réalisation est assez moche, et il faut bien le dire, moi j'étais assis dans mon fauteuil à me demander dans quelle position me mettre pour pas avoir mal au dos, plutôt que de m'intéresser au film. Déjà, en même temps, ce n'est pas aidé par les enfants qui jouent hyper mal, en particulier l'acteur qui joue Paul, qui est une catastrophe ambulante, et même la jeune Sophie, qui a quand même de bons moments. Il n'y a pas à dire, c'est quand même quand on la fait pleurer qu'elle joue mieux, parce que là, elle pleure pour de vrai. Et à mon avis, elle a dû voir le film. Question bizarrerie dans ce film, il y a aussi les brisages de quatrième mur. Parfois, un domestique ou un personnage, comme le personnage de Tourville, si on se souvient bien du nom, qui s'adresse directement à la caméra. C'est très bien, ça pourrait être utile, mais le problème c'est que ça sort un peu de nulle part. Autre élément, c'est improbable, l'utilisation de dessins animés pour représenter les animaux. Alors, ça peut être très chouette, et pour certains ça fonctionne bien, mais il faut bien avouer que sinon c'est assez anecdotique et même ça fait gadget. Enfin, et pour finir avec la question, c'est aussi le personnage de Sophie en lui-même. Autant dans les histoires de Comtesse de Ségur, c'est une petite fille quand même innocente et qui fait beaucoup de bêtises. Là, c'est carrément une petite conne. Sur beaucoup de points, elle est même carrément une enfant gâtée et on comprend pourquoi elle se prend des engueulades. Et on se dit, elle devrait se prendre des baffes pour de vrai. En fait, il n'y a qu'un seul moment où elle se fait battre, alors qu'elle se fait battre beaucoup plus souvent dans l'histoire écrite évidemment. Donc là, je lui mets un 1 sur 5, mais il vaut pas le coup. J'ai vraiment du mal avec ce genre de film. Desierto de Jonas Cuarón. Deux passeurs emmènent un groupe de Mexicains de l'autre côté de la frontière américaine pour essayer de leur faire vivre le rêve américain. Malheureusement, un chasseur qui passait par là décide de les prendre en chasse et d'en abattre la majorité. Il n'en reste que 4 survivants et ils vont être traqués donc par le chasseur et son chien. C'est un survival aride, comme le désert, et froid, pas comme le désert au contraire. C'est un film extrêmement écrasé par la chaleur du soleil, dans un environnement lunaire, qui est très bon. Malheureusement, il y a un point qui me déplaît. J'y viendrai après, je vous conseille d'abord d'aller le voir dans le sens où ce sont des images grandioses
et une véritable tension qui sont installées dans le film. Et son seul problème, c'est son antagoniste. En effet, le chasseur, c'est simplement un connard. Alors que ça pourrait être un monstre, à la manière d'un duel de Steven Spielberg, ou alors ça pourrait être un mec un peu réfléchi, mais malheureusement ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est juste un mec qui est présenté de manière humaine, mais à ce niveau-là, ça veut dire qu'il ne peut pas être autre chose qu'un connard. Et on n'arrive pas donc à voir ni un monstre en restant du côté des Mexicains, ni un véritable personnage qui a besoin d'une rédemption en étant de son côté. On est au contraire sur l'idée, c'est quelqu'un qui ne mérite rien et qui ne vient de nulle part en quelque sorte. Il n'a aucune raison véritable de tuer les Mexicains, et ça ne mène pas, par exemple, parce qu'il a une conviction ou parce qu'il est raciste. C'est au contraire juste parce que c'est un connard. Bon, d'accord, le racisme aussi, mais là c'est poussé d'une manière tellement brutale, tellement frontale et tellement à la vaseline, c'est dommage quoi. Le film en lui-même est quand même très bon au niveau de sa tension. Donc, comme j'ai dit, mais je vais le souligner encore, au niveau de la tension, c'est très bien fait. Il y a des scènes excellentes. Donc, je peux vous le conseiller, je lui mets un 3 sur 5. Maggie a un plan de Rebecca Miller. Maggie, jeune trentenaire névrosée de New York, a envie d'un enfant. Et comme elle n'arrive pas à garder une relation de plus de 6 mois, elle demande à un donneur de lui donner du sperme pour qu'elle puisse se mettre dans l'utérus. Et entre-temps, elle rencontre un type avec qui elle passe de bons moments et dont elle tombe amoureuse et qui lui fait un enfant finalement de manière traditionnelle. Cet homme-là était marié, il était professeur d'université et il voulait écrire un roman de fiction. Mais en fait, quand il est libéré de sa première femme et que justement il est à l'écriture tout le temps, il n'en est pas content, Maggie n'est pas contente et l'ex-femme n'est pas contente non plus. Et Maggie décide donc, au bout d'une heure et quelques de film, d'avoir un plan, à savoir de remettre son mari avec son ex. C'est donc une comédie de mœurs new-yorkaise qui tombe bizarrement pour un Français, parce que ça aborde vraiment un état d'esprit qui n'est pas le mien, j'espère pas le nôtre en tant que civilisation. C'est complètement bizarroïde. Alors, l'avantage de ce film, c'est qu'au moins les personnages ne sont pas hystériques à se battre véritablement pour un troisième personnage. C'est donc pas un triangle amoureux avec une bagarre, ce qui malheureusement arrive un peu trop souvent. Là-dessus, c'est assez frais, c'est assez intelligent, mais le problème, c'est que si les relations entre les personnages sont apaisées sur une question véritablement de réciprocité, plutôt qu'une série d'affrontements, j'ai beaucoup de mal avec les enjeux de ce film, qui me semblent tellement artificiels, tellement... je l'apporte ça comme ça, ça ne correspond à rien, ça ne veut rien dire, c'est vraiment dommage. Donc Maggie a un plan, un 2 sur 5, et je n'arriverai pas à aller plus loin, surtout que la réalisation, qu'est-ce qu'elle est plan-plan. Il n'y a pas de véritable patte, il n'y a pas quelque chose d'intéressant dessus. Bon, tant pis. Joséphine s'arrondit de Marie-Lou Berry. Joséphine a un mec, elle est heureuse comme dans sa vie telle qu'elle est. Elle n'a pas besoin de plus, elle n'a pas besoin de moins, elle est tranquille, elle est heureuse, et malheureusement elle tombe enceinte. Et elle ne veut pas avorter. Résultat, cette jeune fille névrosée va devoir se battre contre sa grossesse, contre ses préjugés, mais aussi contre sa famille qui n'arrive pas vraiment à accepter le cas qu'elle soit enceinte et qu'elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Non mais c'est bon, en fait, dis rien. Il y a un seul défaut à ce film. Ce sont les personnages un peu trop hystériques. Point barre. Au niveau de la réalisation, c'est superbe, c'est du bonbon. C'est un plaisir pour les yeux, c'est un plaisir dans sa rythmique, c'est un plaisir dans son utilisation du montage, dans la manière dont c'est filmé, dans la manière dont c'est joué. Ce film est très bon. Ça fait partie de ces quelques films, un peu dans la vague de la fille du 14 juillet, qui est sorti il y a quelques années, où justement on renouvelle un petit peu les codes, alors que c'est des films à petit budget. Et là aussi, il y a pas mal de fois où on voit que c'est pas un film avec des millions et des millions, c'est plutôt un film de la moyenne, comme on dit. C'est un film très bien fait et très réussi. Tiré d'une BD qui aussi explore les problèmes de pensée d'une jeune fille un petit peu à la ramasse. Ce film-là, franchement, est très bon, donc je ne peux que vous le conseiller, et je lui mets carrément un 4 sur 5. Grimsby, agent trop spécial de Louis Leterrier.
Nobby Butcher est un loser de Londres, de la vraiment classe ouvrière prolo dégueulasse, qui n'a pas grand chose dans la vie à part sa femme, ses 9 gosses et son équipe de foot favorite où il peut se torcher à la bière ou se mettre des pétards dans le cul. Mais il a aussi un frère qui lui manque, Sébastien, qui a été séparé de lui suite à une adoption. Aussi Sébastien, qui lui est devenu agent secret, un jour se retrouve en présence de Nobby, qui décide de se coller à lui. Au départ, il n'y a que des frictions, parce que Sébastien ne veut plus de ce frère qui, pense-t-il, l'a abandonné. Et Nobby, lui, est tellement starbé que justement, il ne fait qu'emmerder son frangin. Les films de frangins dysfonctionnels avec de la grossièreté, il y en a eu quelques-uns. Et disons, avec Louis Leterrier, qui n'est pas un réalisateur super finot, celui-là s'annonçait assez mal. D'un côté Sacha Baron Cohen et de l'autre Mark Strong, qui font donc le duo improbable de ces agents spéciaux, l'un par vocation, l'autre malgré lui. Le film est plutôt bon. Soyons honnêtes là-dessus. Il est hyper crade, il est hyper gras, il est hyper trou du cul. Mais là-dessus, je sais pas pourquoi, il y a une certaine alchimie qui fonctionne. Donc, disons, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai ri parfois un peu trop nerveusement, mais sinon ça valait le coup. Oui, je serais presque à le conseiller, alors que c'est un film de Louis Leterrier qui a commis entre autres le remake du Choc des Titans, qui était une sacrée merde. Mais en même temps, ce film-là, visiblement, par rapport à ce qu'il veut donner, est assez bon. Je le préfère en tout cas par exemple à Frangin malgré eux, qui lui m'ennuie plus qu'autre chose. Et je dis ça pour rester un petit peu poli dans cette suite de gros mots. Que ce soit dans ce que j'ai dit déjà, ou bien dans ce film-là qui regorge de situations scabreuses. Et surtout pas tout à fait nécessaires. Bon, donc je lui mets quand même un 2,5 sur 5, en espérant que si ça vous intéresse, vous allez les voir et que ça vous plaise. Mais si c'est pas votre truc, n'y allez pas. Ça vaut pas franchement le coup au-delà d'un visionnage. Voilà, c'était tout pour ce coup-ci. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre jusqu'à la prochaine. En attendant, allez voir des films, ça vous fera du bien. Et je vous dis à la prochaine, on se reverra au cinéma.